Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs. Elle a été vraiment trop gentille avec moi. Elle vous a parlé que de ce qui va bien. Bien sûr, il y a plein de choses qui ne vont pas très bien ici. Il y a plein de choses qu'on fait encore très très mal. Donc ça fait partie du jeu de toujours s'améliorer. Je vais vous parler rapidement de la gouvernance de l'énergie en situation de crise. Mais je dirais en situation assez normale parce qu'on vit une crise énergétique, on vit une crise climatique et donc on est presque en crise perpétuelle. Donc je vais vous raconter plutôt la vie quotidienne des CIG en quelque sorte. Je vais vous parler de 3 crises. J'aurais pas pu parler du Covid. Je vais vous parler de la crise d'urgence climatique. C'est vraiment l'essentiel, c'est la plus importante, c'est la plus durable malheureusement. Et c'est celle où je trouve qu'on se mobilise le moins. Quand on voit tous les efforts qui ont été faits par rapport au Covid, tous les moyens qui ont été dégagés, toutes les décisions qui ont été prises en un temps record, avec une efficacité assez bonne, on peut débattre là-dessus, mais quand même, et que je vois le peu de réaction par rapport à l'urgence climatique, je crois que c'est très inquiétant. Et moi, je me rappelle, quand j'ai commencé dans le monde énergétique, en tant qu'apprenti, on célébrait lorsqu'on dépassait le record de vente de kilowattheures. C'était une célébration. Le président annonçait « On a battu notre record, c'est magnifique ». On me disait que le nucléaire, c'était sans danger, qu'il n'y avait pas de problème de déchets. On me disait que sans énergie fossile, on n'y arriverait jamais. On me disait que le solaire, de toute façon, ça ne marchera jamais. La preuve, à l'époque, c'était 10 fois plus cher que les énergies fossiles. C'était plus d'1 franc le kilowattheure à l'époque. Et d'ailleurs, on avait célébré au prix solaire suisse lorsque le prix du kilowattheure solaire a passé en dessous d'1 franc. Aujourd'hui, c'est un prix compétitif. Et je me dis que si à l'époque, les gens avaient écouté un peu plus les jeunes, eh bien peut-être qu'on ne serait pas tout à fait dans ce climat-là. Et je fais un appel. On peut se plaindre de jeunes qui se collent les mains sur un événement, mais ils sont désespérés. Et là, nous avons un pouvoir et un devoir de réagir, et nous avons les remèdes. J'y viendrai après. Deuxième crise que je vais évoquer, c'est la folie des prix sur l'énergie, parce qu'on l'a vécu, on va le revivre. On va le revivre certainement. Et donc, il faut qu'on en parle un peu. Et puis, bien sûr, les risques de manque d'énergie qu'on a en hiver, le risque de pénurie d'énergie, parce que ça nous touche toutes et tous. Commençons par le plus important. J'ai oublié celui-là. C'est vrai qu'on me dit toujours, il y a 2 camps. Hein. Il y a ceux qui disent, maintenant l'État doit reprendre le pouvoir. Le politique n'a plus assez de pouvoir, le politique au sens large du mot. C'est vraiment le politique qui doit décider. Puis il y en a d'autres qui disent, bah non, c'est les entreprises, les multinationales. Vous verrez en conclusion, je pense que si ce ne sont pas les deux, ça ne va pas marcher. Urgence climatique. Elle n'est pas démontrée, on la vit aujourd'hui en direct. Ce week-end, on dira, bah non, il n'y a pas de réchauffement climatique, puisqu'il va faire plutôt froid. Mais on a un dérèglement climatique énorme. On n'a qu'à regarder les actualités n'importe quel jour de l'année. C'est dramatique. Donc il faut qu'on réagisse. Et à la différence du Covid, le Covid, quand ça nous a tombé dessus, on ne savait pas comment faire au niveau des traitements. Ce matin, vous avez eu les gens de la santé, je pense qu'ils vous l'ont dit. Les traitements étaient inconnus et il n'y avait pas de vaccin. Au niveau de l'énergie, on a tout. On n'a rien à inventer. On a tous les moyens de réagir. Il faut juste les utiliser et avoir une dynamique politique au sens large du mot, pour y aller. Donc on peut vraiment réagir au niveau du climat. Si on se met en état de crise, en gestion de crise, on peut réussir à en tout cas freiner l'augmentation de la température. Donc nous devons le faire. Pour ceci, il faut prendre conscience de ça. Il faut être en climat de crise, en gestion de crise, accélérer, amplifier, être en rupture. C'est pour ça que la gestion de crise est importante. On ne peut pas simplement dire « ouais, bon, on fait un peu ». Tout le monde fait un peu actuellement. Hein. Même les États les pires, ils font un tout petit peu. Mais c'est insuffisant. Et puis, il faut inciter et contraindre. C'est la carotte et le bâton. Ceux qui veulent faire que l'incitation, ça ne marche pas. Le Conseil fédéral nous dit depuis des années « Ah, mais les programmes d'économie d'énergie, on ne veut pas les obliger pour chaque canton ou chaque distributeur d'énergie. On incite. » Magnifique résultat. Magnifique résultat. La plupart des communes, la plupart des cantons n'ont pas de programme d'économie d'énergie. Le Conseil fédéral dit le contraire. Hein. Le Conseil fédéral dit « Mais oui, tout le monde a un programme d'économie d'énergie. » Alors, si un programme d'économie d'énergie, c'est de coller une petite affichette en disant « Éteignez la lumière quand vous sortez de la salle »,
Tout le monde a un programme d'économie d'énergie. Mais ça, ce n'est pas un programme d'économie d'énergie. Il faut le faire, c'est très bien. Il faut le faire, mais il faut aller beaucoup plus loin. Un programme d'économie d'énergie, c'est beaucoup de moyens humains, c'est beaucoup de moyens financiers. SIG, et on peut faire beaucoup mieux, l'année passée, on a investi 19 millions dans les programmes d'économie d'énergie. Donc 19 millions pour que nos clients consomment moins. Vous allez me dire, c'est sadomaso. Vous vendez beaucoup moins. Nous sommes une entreprise à service public, et la santé fait ça. La santé, il ne finance pas des programmes de consommation d'alcool à outrance, puis de consommation de fumée à outrance pour avoir plus de malades. Donc, à un moment donné, on a une responsabilité. Nous avons une responsabilité, et il faut qu'on l'utilise, cette responsabilité. C'est un devoir par rapport aux générations futures. La philosophie de base, dans n'importe quel domaine, là, je vais parler des énergies, ça colle très bien pour les énergies, mais on pourrait parler de la mobilité, on pourrait parler de la consommation, on pourrait parler de l'alimentation. On est toujours dans cette philosophie pour que ça marche. La première chose, c'est on consomme moins. Et vous verrez en énergie quels sont les résultats si on consomme moins. Et consommer moins, c'est pas retourner à la bougie. Hein. Consommer moins, c'est utiliser les nouvelles technologies, c'est avoir un comportement plus responsable. Et là, on a des effets importants, essentiels. Consommer moins en matière d'énergie, c'est le plus simple. Vous n'avez pas d'autorisation à demander. Vous n'avez pas le voisin à convaincre, vous n'avez pas le patrimoine à convaincre. Consommer moins, c'est le kilowattheure qui coûte le moins cher, qui est le plus facilement réalisable, et en plus qui crée une dynamique économique, parce qu'il y a des métiers là derrière. Pour consommer moins, il faut du professionnalisme, et ça crée de l'emploi. Ensuite, il faut consommer mieux, et là aussi, de nouveau, dans n'importe quel domaine, ça joue. Hein. Ensuite, il faut compenser l'incompressible, parce que vous diminuez vos besoins, c'est bien, vous consommez d'une manière vertueuse, c'est bien, mais il reste toujours peut-être un acte, parce que l'être humain, quand il vit, il a tendance à polluer, ben, on le compense. On a des moyens de compenser. Ça ne doit pas être le premier acte, la compensation, parce que ça devient vite hypocrite. Mais si c'est pour compenser ce qu'on n'arrive pas à économiser ou à consommer d'une manière vertueuse, ça vaut la peine. Et puis, ça veut dire qu'on doit changer notre mode de développement et de rechercher beaucoup plus l'essentiel et de se réjouir du fondamental. On peut vivre très très bien avec nos habits sans en acheter encore beaucoup plus. Ben, l'énergie, c'est à peu près la même chose. On n'a pas besoin de multiplier les sources énergétiques, alors qu'on peut peut-être optimiser ce qu'on a déjà. Dans ce domaine-là, dans le domaine de l'énergie, mais là on pourrait mettre de nouveau presque tous les domaines, il faut aujourd'hui que l'État, au sens large du mot, l'État, c'est les communes, c'est l'État fédéral, l'État cantonal, l'État communal, mais ce sont aussi les entreprises publiques, peut-être le monde associatif aussi. Je crois qu'on doit retravailler sur la défense d'un idéal. On n'a plus de vision long terme, on n'a que des visions court terme, et l'être humain, il a besoin d'avoir une vision un peu long terme, mais pas trop longue. Quand je vois des gens qui disent « Oh, moi j'ai un super plan pour le climat, j'ai un plan pour 2050 ». 2050, la moitié des gens, ils seront morts. On ne va pas motiver la population en disant « Dans 2050, on a un projet ». Non, il faut que ça soit atteignable. 2025, 2030, 2035, pas plus. Donc il faut des grandes ambitions d'un idéal politique. Alors, là, j'ai mentionné le bonheur national brut. On peut débattre, et il y a plein de critiques à amener. Ce que j'aime bien dans ce modèle-là, que certains pays ont adopté, hein, la Nouvelle-Zélande, le Bhoutan, etc., l'Écosse, c'est que les politiques, aujourd'hui, sont condamnés à décevoir. Un politique, il est élu pour 4 ans, 5 ans, 6 ans, ça dépend les endroits, une fois, 2 fois, 3 fois, ça dépend les endroits aussi. Et il fait plein de belles promesses. J'ai fait de la politique, hein. J'ai été député 11 ans, j'ai été président de parti pendant 4 ans. Je faisais plein de belles promesses. Vous n'arrivez pas à les tenir. C'est impossible. Parce qu'en 4 ans, vous ne faites pas assez de choses. Parce qu'il faut vous mettre en route, agir, puis d'un seul coup, c'est déjà la campagne suivante quasiment. Et puis, faire des longs mandats, ce n'est pas top non plus, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment de définir un idéal et que le programme politique, ce ne soit pas des fausses promesses, que ça soit il y a un bout du chemin à parcourir. Et là, il faut qu'on change ce mental, parce que ça c'est porteur. Quand vous dites on veut aller là, et puis ensemble, on va essayer de faire un bout de chemin, ce chemin, il ne nous amènera pas au but, mais il va dans cette direction, ben, vous portez la population, vous créez l'enthousiasme. Et dans les entreprises, c'est la même chose, une entreprise publique ou une entreprise privée. Ensuite, les politiques, au sens large du mot, ils doivent impulser les politiques. Impulser des politiques, c'est redessiner les politiques.
on n'arrivera pas à aborder l'urgence climatique si on ne redessine pas les politiques, quoi. On ne peut pas prendre les politiques des années 50-60 avec plein d'additions de couches dans tous les sens, puis de dire on va actualiser cette politique. Non, il y a plein de trucs vieux, il faut s'en débarrasser. Et si vous coupez les trucs vieux, vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas. Si on prend le social, moi, je sais pas, ma maman, qui est une dame de 87 ans, elle a plein d'aides, alors qu'elle a un bon revenu. Mes gosses, qui ont 20-30 ans, ils n'ont pas d'aide alors qu'ils ont un petit revenu. Parce que, historiquement, dans les années 60, 70, c'était les personnes âgées qui étaient les plus défavorisées de notre société. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Il y a plein avec le deuxième pilier, il y a plein de gens qui vivent très très bien, et qui ont peu de besoins en plus. Donc là, il faut redessiner. Et si vous coupez un bout aux personnes âgées, vous êtes sûr que vous perdez, vous n'avez aucune chance de gagner devant la population. On dira, oh les salauds, ils coupent les personnes âgées qui ont tant donné pour la société. Donc il faut redessiner la politique à ce niveau-là. Après, il faut qu'on se fixe des ambitions, des objectifs, des étapes. Là, quand on dit 2050, on a des super ambitions, si vous n'avez pas des étapes en 2025, en 2030, c'est impossible, ça ne vous intéresse pas, ce n'est pas votre truc, vous ne serez plus là. Après, c'est impliquer et mobiliser la population. Je pense que ça, c'est énorme. Pour une entreprise, c'est mobiliser ses clients, créer une sorte de communauté, une communauté bienveillante qui agisse. Et puis, l'État doit jouer son rôle régalien, quoi. Ce n'est pas forcément toujours populaire, mais comme j'ai dit, il y a la carotte, il doit avoir le bâton. Sur l'énergie, il y a plein de domaines où l'État doit aider, doit subventionner, mais de temps en temps, il faut sanctionner. On ne peut pas dire les clims, c'est interdit, et puis il y en a plein dans tous les immeubles, et puis il n'y a pas un type qui a une amende, quoi. Non, ça ne va pas. Si c'est interdit, on est amendé. Si on ne se plie pas, autrement, on n'interdit pas. Mais d'interdire les clims, comme c'est le cas à Genève, alors qu'il y a quasiment personne qui les contrôle, ça ne sert à rien, quoi. Donc il faut que l'État joue son rôle régalien. Les entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, elles doivent être de plus en plus une entreprise citoyenne. Elles doivent avoir une responsabilité sociétale, mais pas juste pour être par label. Il y a plein d'entreprises qui sont labellisées RSE puis qui polluent énormément, quoi. Ils s'appliquent juste des standards, 2-3 standards, 2-3 modèles de gestion. Mais ça, c'est pas ça, pour moi, la responsabilité sociétale des entreprises. Avoir une volonté de faire participer les gens, consommateurs, comme je dis, c'est un mot un peu à la mode, mais je pense que ça vaut la peine. Et puis, c'est de nouveau consommer moins. C'est bon pour le porte-monnaie, c'est bon pour la planète, c'est bon pour le porte-monnaie. Moi, j'ai plein de collègues chefs d'entreprise qui se prennent la tête pour optimiser l'organisation du travail, alors qu'ils consomment comme des malades d'énergie. Je leur dis, c'est plus facile de consommer moins d'énergie que d'optimiser le travail, hein. Ça ne va pas être facile, ça. Donc, commence par les trucs simples. Prends-toi pas la tête à essayer de faire de l'antisocial en croyant que ça va marcher, quoi. Et puis, la transition énergétique, c'est un levier de croissance. Et comme je l'ai dit, c'est créateur d'emplois. Je rappelle que si on aborde vraiment l'urgence climatique, on n'a pas assez d'employés, hein. On a, dans tous les métiers, du métier de CFC au super ingénieur, on n'a pas assez de gens. Donc ça, l'écosystème, il n'est pas prêt pour aborder l'urgence climatique. Et là, on a un travail immense. Donc voilà, ça c'était pour... Ah non, je vais vous donner juste une solution. Parce qu'on nous dit toujours, ouais, mais c'est compliqué pour être en décarbonisation totale en Suisse. Dans certains pays, c'est compliqué de se décarboner totalement au niveau énergétique. En Suisse, c'est pas si compliqué que ça, hein. Je vais vous prendre un sujet le plus facile, c'est l'électricité. L'électricité, on a 30% de fossiles aujourd'hui. On a 60% d'hydroélectricité, et puis on a 5 à 10% d'énergie renouvelable. Donc il faut qu'on trouve 30 ou 40% pour se décarboner totalement. Alors après, il faut se décarboner sur toute l'année, parce que là, mon chiffrage, il est juste sur l'année. En hiver, il est un peu moins juste, parce qu'on pourrait être décarboné et puis aller consommer du fossile pendant l'hiver, ce ne serait pas top. Donc il faudra trouver d'autres solutions. Mais néanmoins, si on dit qu'il faut trouver 40%, j'ai pris des chiffres de l'Office fédéral de l'énergie, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, en disant que ce n'est pas forcément les plus ambitieux au niveau de l'énergie des fois. Eux, ils estiment que sans se priver de confort, avec des nouveaux procédés, avec des nouveaux comportements, au niveau individuel comme au niveau collectif, hein, c'est clair que si vous êtes une grosse industrie, si vous revoyez votre chaîne de production, peut-être que vous allez avoir des gains gigantesques. Dans un domicile, c'est un peu plus dur. Mais l'estimation, c'est moins 43%.
moins 43%. Donc déjà, là, on aurait tout résolu. Hein. Si on avait des vrais programmes d'économie d'énergie, tout le monde s'y mettait, sans produire 1 kWh de plus, on pourrait y arriver. Alors, ça, c'est le calcul d'aujourd'hui. Comme on va avoir des usages électriques de plus en plus grands, avec l'électromobilité, avec les objets connectés, etc., il faudra trouver un petit peu plus. L'hydroélectricité, on peut l'optimiser encore un peu. À certains endroits, on a un peu de potentiel. À quelques endroits, on peut optimiser un peu le barrage. On aura un peu moins d'eau quand même. Donc, je pense qu'on tournera toujours dans les 60%. Et c'est déjà pas mal. Hein. Si tous les pays avaient 60% d'hydroélectricité, ils seraient très contents. Le solaire, sans recouvrir tous les toits et sans recouvrir toutes les montagnes, en ayant un programme raisonnable, et c'est les chiffres de l'Office fédéral, on peut arriver assez rapidement à 20% de la consommation couverte par le solaire. 20%. Et c'est facile à comprendre. Hein. Regardez les toits de nos villes. Quoi. La plupart des toits, ils n'ont pas encore de centrale solaire, y compris à Genève. Et SIG a assumé une responsabilité là-dedans. Donc là, il y a un vrai potentiel. Il faut qu'on l'utilise à fond. Le solaire produit beaucoup. Il ne produit pas qu'en été. Ça, c'est une grande légende. Hein. Le solaire, c'est 80% du temps à peu près qu'il y a de la production. Alors bien sûr, en été, c'est un peu mieux. Mais néanmoins, il y a quand même 80% du temps. Et les panneaux sont de plus en plus optimaux. Et puis l'éolien. Alors l'éolien, on va me dire, oui, mais attention, l'éolien, c'est pas très beau. On peut discuter, on peut débattre. C'est clair qu'il ne faut pas en mettre partout. Il ne faut pas en mettre de manière abusive. Mais alors la Suisse, alors pour ne pas en mettre partout de manière abusive, alors on est les champions du monde. Hein. Aujourd'hui, on a une quarantaine d'éoliennes en fonction. Hein. Une quarantaine. Si on voulait atteindre le 10% en éolien, il faudra en mettre 400 environ. Le VVF dit 400, c'est compatible avec la beauté des paysages. Le VVF. 400, c'est peu. Parce que si vous prenez l'Autriche 2 fois plus grand que la Suisse, un paysage à peu près identique à la Suisse, 2 fois plus grand, ils ont 1300, bientôt 1400 éoliennes en fonction. Nous, 40. Hein. Et si vous traversez l'Autriche, moi, je n'ai pas l'impression qu'ils ont abîmé leur paysage. Donc 1400 en Autriche, 40 en Suisse. On voit qu'il y a un potentiel là. Et je pense qu'il faut respecter bien sûr les désirs des populations, mais là aussi, on se partage les richesses du pays, on peut se partager aussi les nuisances. Hein. Donc si on met 1 ou 2 éoliennes à des endroits, les mêmes personnes, quand ils viennent prendre l'avion à Genève, ils ne se posent pas trop la question de comment vivent les gens qui sont à côté de l'aéroport. Donc là aussi, on se partage les richesses, mais on se partage aussi un peu des nuisances. Ça fait partie de la Confédération. On va passer à une autre crise. C'est la folie des prix énergétiques. Alors là, c'est un terrain où je suis très à l'aise parce que SIG, depuis le début, avait des compositions politiques très variées, puisqu'on a un conseil d'administration qui émane beaucoup du monde politique. On a des gens de la droite la plus dure à la gauche la plus dure. On a quelques gens non apolitiques. Mais depuis toujours, le conseil d'administration des SIG est opposé à la libéralisation. Et moi, j'ai un président de conseil d'administration qui est un PLR et qui a toujours été contre la libéralisation du marché de l'électricité et des énergies, en disant que ce n'est pas un produit qu'on peut libéraliser. Parce que c'est un produit stratégique, c'est un produit vital. Et comme l'aménagement du territoire, l'aménagement de base, les équipements de base, quand on libéralise, on fait des bêtises. Alors ça a marché au début. Pendant 10 ans, les gens me disaient « T'as tort, regarde les marchés, ils sont vachement bas. » Quoi. Alors ils regardaient pas la qualité de l'énergie, ils regardaient les prix. Mais aujourd'hui, c'est ça hein, la réalité des prix, depuis un moment. La courbe noire, ça c'est le prix de l'énergie. À l'achat en gros, donc le prix que nous on paye. La ligne jaune, c'est les tarifs qu'on offre à nos clients qui sont aux tarifs régulés, c'est-à-dire qui n'ont pas été sur le marché. Alors bien sûr, si on tirait la ligne un peu plus en avant, pendant une dizaine d'années à peu près, ça montrait un petit peu le contraire. Mais néanmoins, les tarifs étaient aussi bas. Si les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, si les États, si les collectivités publiques veulent avoir de la prévisibilité, veulent gérer dans la durée, et un État, une collectivité publique, un service public, ça se gère dans la durée, et les entreprises aussi, eh bien, ils ne peuvent pas bénéficier que des avantages marchés. Parce que quand vous bénéficiez des avantages marchés, vous pouvez bénéficier aussi être pénalisé par la folie des marchés. Et c'est ça. Donc, en gestion de crise, par rapport à la folie des prix, il y a un remède, c'est de signer des contrats de plus longue durée, en se disant peut-être que dans 2 ans, je regretterai, parce que les prix de marché sont momentanément trop bas, mais on voit que la stabilité pour tout le monde
est utile. Ça, c'est le marché du gaz. Ça, c'est le marché électrique. C'est le même dessin, hein, quasiment. Ce n'est pas la même énergie, mais c'est le même dessin. Et vous voyez, nous, on stabilise toujours. Et notre stabilisation, on ne fait pas de miracle. On n'a pas les meilleurs acheteurs d'énergie du monde. Tout simplement, on est prudent. On ne spécule pas. On n'essaie pas de se faire de l'argent pour faire de l'argent. On essaie de gérer au mieux un portefeuille pour assurer la pérennité, l'équilibre, satisfaire le client. Donc avec ça, on gère financièrement mieux les choses, mais on gère aussi les risques de pénurie. En étant un petit peu moins gourmand momentanément, en étant un peu moins sur le court terme, on se protège des crises au niveau énergétique. Donc comme je disais, le marché, il est adapté pour plein de domaines. Moi, je ne suis pas un anti-marché. Pour les biens de consommation de base, pour l'infrastructure de base, ce n'est pas adapté parce que le marché, il est sur le court terme. Là, on a besoin de moyen et de long terme pour investir. Quand on veut construire un barrage, c'est 20 ou 30 ans pour le définir. Même les éoliennes, on voit, hein, les éoliennes en Allemagne, c'est entre 3 et 6 ans. En Suisse, c'est entre 18 et 25 ans à peu près. On doit aller plus vite, mais ça veut dire qu'on doit faire dans la durée. Et puis, il faut avoir une logique nationale. L'énergie, ça se planifie au niveau national, et vous verrez juste après le risque de pénurie, le national, le cantonal veut dire quelque chose. Et puis, on doit être solidaire. Dans les produits de base, la solidarité compte beaucoup plus. C'est clair que si on parle d'un produit superflu, solidarité, c'est pas très grave. Quand c'est quelque chose de base, il faut qu'on soit solidaire. Nous, on a pris les romans, on a pris des dispositions, par exemple, pour se détacher du gaz russe, il y a déjà plusieurs années. Hein. Eh bien, nous, on est à environ la Romandie à 23%, dépendant des Russes, la Suisse allemande plutôt à 50%. On s'est dit, on a été bon, quoi. Berne, qu'est-ce qu'il nous a dit? La Confédération, quand il y a le risque de manque de gaz, il a dit, vous devrez jouer solidaire. Et moi, je trouve juste. Parce qu'à un moment donné, c'est aussi un peu un coup de chance, hein, ou un hasard. Ce n'est pas forcément des super bêtes géopolitiques qui ont anticipé les choses. Donc voilà, la solidarité en matière énergétique, ça compte énormément. L'eau, la même chose, etc. Dernière crise, les risques de pénurie. Alors pour parler un peu plus de crise, de gestion de crise, peut-être deux choses. ICG, et je pense que c'est un bon remède parce qu'on l'a testé. Premièrement, avant qu'il y ait des crises, on s'est exercé. On se moquait beaucoup de nous, parce qu'on imaginait, cette année, allez, on imagine une attaque terroriste sur un barrage, puis l'année suivante, on imagine une pandémie avant que le Covid arrive, et puis cette année, on va avoir un accident, une explosion ou un incendie dans un... Et puis on se mettait en état de crise, et on a appris plein de trucs. Alors, des fois, des choses toutes bêtes, hein, du style, dans nos abris, on n'a plus de communication, on n'a pas de papier. Et puis, de temps en temps, de dire, on ne connaît pas vraiment le concept de gestion de crise. Et puis, de s'exercer, on a appris plein de choses, on a corrigé plein de choses. On a vu aussi que c'était très difficile de gérer la crise et de piloter l'entreprise en même temps. Donc, avec le directeur général adjoint de SIG, on s'est réparti les tâches. Donc, lui, il est le directeur de crise, c'est lui qui pilote la crise, il est dans la salle. Et moi, je continue à piloter l'entreprise. Alors, bien sûr, on se parle beaucoup quand il y a une crise. Bien sûr, on doit avoir une unité de pensée à des moments. Mais néanmoins, on a la tête tournée dans des sens différents. Et je pense que c'est utile. Moi, les gens qui pensent qu'ils arrivent à diriger l'entreprise au quotidien puis à diriger la crise en parallèle, je pense qu'ils surévaluent un peu. Donc, dissocier les rôles, ça vaut la peine. De se préparer, ça vaut la peine. Et quelle que soit la crise. Au niveau de la pénurie, le risque de pénurie... on va la revivre. On va la revivre, premièrement parce qu'il y a les effets climatiques, les effets de météo. On sait qu'en hiver, on commence à avoir de la peine à trouver suffisamment d'énergie sur le marché européen, en partie à cause du vieillissement d'installations. Donc on a des installations qui sont de plus en plus en panne, on a des installations qui sont un peu en fin de vie, et puis on a aussi une désynchronisation entre la volonté de faire de la transition énergétique et la réalité. Si vous fermez une centrale nucléaire, ce qui est bien, mais que vous n'avez pas assez développé les énergies renouvelables, pendant quelques années, ça coince un peu. Et puis on est un peu dans ce trend-là. Hein. Il y a des décisions qui ont été prises, il y a eu des faits qui sont déroulés, mais on n'a peut-être pas préparé le reste. Et puis, il y a eu des logiques très nationales alors que l'alimentation était transnationale, etc. Donc on a de moins en moins, je dirais, d'installations à disposition pendant un moment. Et puis, il y a des crises géopolitiques
la guerre en Ukraine. Alors il y a des réalités où l'énergie, bon, on a vu de temps en temps, l'énergie qui venait de la Russie ou de l'Ukraine était plus compliquée. Et puis après, il y a des effets spéculatifs. Il y a plein de gens qui parlaient de la guerre. Quand les Américains ils passent leur gaz de schiste, ils le multiplient par 10 en disant que c'est à cause de la guerre. Pas sûr, mais ils l'ont multiplié par 10. Donc voilà, il y a de la spéculation. C'est pour ça aussi que je disais que ce n'est pas un produit qui doit être un produit marchand, parce que spéculer sur les énergies, ça pose des problèmes à toutes les sociétés, qu'elles soient individuelles, collectives, privées ou publiques. On voit que lorsqu'il y a une crise, on l'a vu avec le Covid, on le voit la même chose sur l'énergie, c'est le politique qui reprend le dessus, et tant mieux. Et tant mieux. Le politique, il ne gère pas toujours bien les choses, mais je pense que quand il y a une crise nationale, c'est normal que le pouvoir national reprenne le dessus. On l'a vu plein de fois ces temps, et ça marche plutôt bien. Et en matière énergétique, c'est le Conseil fédéral qui décide à un moment donné. Et vous voyez, c'est un pouvoir très, bien sûr, il travaille beaucoup en relation avec les cantons, avec les grandes villes aussi, et puis avec l'AES, c'est l'Association des électriciens suisses, donc avec la branche. Mais il y a une vraie gouvernance politique qui se fait. Vous connaissez les étapes, je les rappelle juste. Le premier niveau, c'est un appel à réduire volontairement sa consommation. Quand on dit volontairement, on a vu que, par exemple, dans plein de cantons, les cantons se sont mis en place en disant à leur régie publique et à leurs communes et aux plus grosses entreprises, essayez de faire un effort. Ça marche un petit peu. Le deuxième niveau, c'est d'arrêter tout ce qui n'est pas essentiel. Là, il y a des prises de position politiques, de définir ce qui n'est pas essentiel. Est-ce qu'une piscine d'eau chaude à l'extérieur l'hiver est utile? On peut débattre. Ça, est-ce qu'un sauna est utile en période de pénurie? Si vous êtes patron de sauna ou patronne de sauna, vous dites que c'est hyper important. En termes de nouveau d'un gouvernement national ou cantonal, il y a des décisions qui sont prises. Troisième niveau, c'est le contingentement. Il y a des objectifs, ça c'est l'électricité. Le gaz, on a un modèle assez proche. C'est de dire au plus grand, vous avez des objectifs de diminution. Et puis après, ça passe au délestage. C'est-à-dire que là, il y a une planification territoriale en disant, dans telle ville, de telle heure à telle heure, ça sera coupé dans tel secteur, après telle heure à telle heure, ça sera coupé dans tel secteur, etc. Ce qui est important à faire, quelle que soit la taille de notre entreprise, quel que soit le statut, c'est de nouveau d'imaginer ça, d'exercer peut-être ça, de se dire, mais si demain il y avait un délestage, comment j'organise mon entreprise, comment j'organise mon service? Comment je fais avec des coupures de 4 heures, de 8 heures, et d'imaginer. Ça ne sera pas la réalité. La réalité, on verra quand elle arrivera, elle sera peut-être un peu différente, mais plus vous imaginez, plus vous préparez, plus vous organisez, plus vous serez prêt. Ça, j'en suis sûr. Moins vous serez désemparés. Les entreprises qui avaient développé le télétravail avant la pénurie, elles ont géré ça plus facilement que ceux qui n'avaient jamais fait de télétravail. Donc voilà, on peut s'exercer, on peut imaginer des solutions. On n'aura pas toutes les réponses. On n'aura pas tout exercé. Après, l'être humain a une faculté d'adaptation en période de crise assez sophistiquée. Mais je pense que ça vaut la peine d'essayer d'imaginer, de se préparer. N'allez pas tous acheter des installations de secours. Vous n'en trouverez pas et ça crée d'autres problèmes. Mais en tout cas, en termes de fonctionnement, vous pouvez fonctionner différemment. Là, c'est l'organisation, j'en ai parlé. Comme le temps avance, donc revenir, vous dire que en période de crise, l'État au sens large du mot, les entreprises publiques doivent avoir le lead, doivent fixer les règles du jeu. Je pense que c'est essentiel. C'est des gens qui sont plus basés sur le long terme, qui ont un souci du bien commun plus grand. Après, on peut débattre sur la qualité de nos politiques, mais quand même. Les entreprises doivent être en complémentarité. Le politique n'arrive pas à faire tout seul. Les entreprises sont de plus en plus puissantes aujourd'hui. Et je pense que ça vaut la peine que les entreprises partent dans ces dynamiques-là. Je pense que c'est impératif quand on parle de crise climatique, mais quand on parle de toutes les crises pour l'humanité et pour le climat. Je pense que tout ce qui est anticipation, crée de l'emploi, donne du sens, c'est stimulant pour l'innovation et bénéfique pour une économie durable et responsable. Et je finis par une petite citation, parce que j'aime bien ça. C'est Mahatma Gandhi qui disait « Le monde contient bien assez pour le besoin de chacun, mais pas assez pour la cupidité de tous. » Voilà. Merci de votre attention.
Question. Des bras qui se lèvent. À la première intervention après l'apéro et le repas. C'est ça, on sent qu'il y a un... un vendredi en plus. Monsieur Wissou. J'ai pas vu. Oui, ben, je meuble un peu. Les questions sur l'électricité, je trouvais très intéressantes, mais je me demandais sur l'eau, parce que les SIG, vous êtes aussi sur l'eau, c'est la même problématique, économiser, ou il y a des crises qui sont prévues. Est-ce que si le lac Léman, l'eau est contaminée, on a encore assez d'eau? Enfin, toutes ces questions-là. Ah, c'est une question vache. Non, c'est embêtant, je vais vous dire pourquoi. Si je suis genevois, je vous dis aucun problème. Le lac, il est encore immense, même s'il y avait un réchauffement climatique immense avant qu'il diminue vraiment sensiblement. On a quand même un potentiel gigantesque. Les pollutions avec la dilution et les tests qu'on fait, etc., il y a quand même peu de risques. Et puis on a de l'assainissement de bonne qualité, de haute qualité, etc. Donc à Genève, on pourrait, et je pense que dans toutes les villes qui sont autour du Léman, on pourrait dire la même chose. Le problème, c'est que Genève, on est très frontalier. Et avec le Conseil d'État notamment, on s'est dit, on va devoir faire une politique quand même du Grand Genève, une politique cantonale. C'est-à-dire que si la France voisine dit on arrête de laver les voitures, on ne va pas dire non, mais à Genève, nous, on continue alors. Parce que nous, on a l'accès au Léman, parce que les alentours de Genève n'ont pas forcément accès. Hein. Le bassin du Genevois, donc une partie de l'Ain, ils n'ont pas un accès direct. Donc s'ils veulent accéder directement sur le territoire français, ils doivent contourner tout Genève pour aller en Haute-Savoie. Ils évaluent actuellement, hein, parce qu'ils ont développé énormément leur région. Toute la Genève internationale va vivre là-bas. Donc ils ont une augmentation de la population très sensible, avec des zones commerciales très fortes, et ils n'ont plus assez d'eau. Donc ils ont pompé à fond dans les nappes phréatiques. Les nappes phréatiques qui sont très polluées, notamment avec les activités industrielles et agricoles. Donc eux, ils sont en problème. Donc actuellement, on leur fournit de l'eau de secours, mais il y a encore cette logique nationale, parce que rationnellement, ce serait plus simple qu'ils passent par chez nous, et on discute, hein, il y a une belle entente entre Genève et la France voisine. Paris est en train de dire, ouais, mais attends, nous, on veut garder une logique nationale, on ne sait jamais, on ne veut pas dépendre d'un autre pays, même la Suisse. Donc on verra ce qu'ils font, mais par contre, on veut déployer quand même une économie, une utilisation rationnelle de l'eau, solidaire avec nos voisins français, pour avoir des dispositions assez similaires. Et puis, l'autre chose, c'est si on consomme de manière rationnelle et intelligente de l'eau, on va consommer de manière générale sur le même modèle. Moi, je connais personne qui consomme rationnellement l'eau, mais qui s'en fout de l'énergie ou qui s'en fout des transports, quoi. En principe, c'est un peu général, c'est un peu contagieux, quoi. Quand on fait attention à son mode de transport, on fait attention à sa consommation d'énergie, on fait attention à son alimentation, quand on s'en fout de tout, on s'en fout de tout, quoi. Donc voilà, donc on va développer un Éco 21O, hein, puisqu'on avait un Éco 21, c'est nos programmes d'efficience énergétique. On a un Éco 21 énergie, un Éco 21 maintenant thermique, énergie électrique, thermique. On a un Éco 21 déchets, maintenant on va avoir un Éco 21 eau certainement. On est en train d'étudier pour voir un peu les modalités, qu'on ait des vrais programmes pour vraiment diminuer la consommation d'eau. Jusqu'à présent, on diminuait quasiment, si on prend les dernières années, d'1% par an. Mais ce n'était pas parce qu'on était vertueux, c'est tout simplement grâce à nos équipements. Il suffit d'avoir une machine à laver la vaisselle. La machine à laver la vaisselle, il y a 10 ans, consommait 10% d'eau par rapport à celle d'aujourd'hui, par exemple. Mais là, on arrive un peu au bout de la technologie, pas au bout, mais ça commence à freiner. Donc là, c'est vraiment notre usage qui doit changer, quoi. Donc oui, merci. On va faire un programme d'économie de l'eau. Étienne, je crois, oui. Oui, merci. Vous avez parlé tout à l'heure d'entreprises citoyennes. Je me suis demandé ce que c'était. Je me suis dit, les SIG, c'est probablement une entreprise citoyenne. Mais les autres entreprises du secteur de l'énergie sont-elles des entreprises citoyennes? Il semble que durant la crise, et notamment la folie des prix de l'électricité, les entreprises du domaine électrique ont fait des chiffres tout à fait énormes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous vous hasardez à émettre un jugement sur... Je ne suis pas très langue de bois, alors non, je vais vous dire honnêtement les choses.
en électricité, en énergie de manière générale, mais en électricité, on a des producteurs d'énergie, puis on a des distributeurs d'énergie. On fait tous un peu les deux, mais il y a vraiment des gros producteurs, et nous, on est des distributeurs. Nous, à Genève, on produit environ un quart, un tiers de la, de la consommation genevoise. Tout le reste, on l'achète. Donc, on est des distributeurs avant tout. La plupart des entreprises, style Romand d'énergie groupée, sont avant tout des distributeurs, même s'ils produisent aussi. Les distributeurs, une bonne partie disent qu'ils sont des sociétés privées, une partie disent qu'ils sont des services plus ou moins étatiques. Alors ça va de, comme les services industriels de Lausanne, c'est un service de la municipalité. Il y a des régies autonomes comme SIG. Et puis les privés, je m'excuse, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même les plus privés, ils appartiennent aux collectivités publiques en grande partie. Et là, il y avait une hypocrisie. La branche n'aime pas quand je dis ça, mais c'était devenu l'outil fiscal des cantons et des communes. Il y a plein de communes, il y a plein de cantons qui disaient « nous, on n'augmente pas les impôts ». Puis en même temps, ils disaient à leur distributeur électrique « vas-y, et tu me ramènes de plus en plus d'argent ». Et s'il n'y a pas de programme d'économie d'énergie, je le dis, et il y en a plein qui me disent « c'est pas vrai », mais je le dis, et j'en suis sûr, c'est parce que ça reste des outils de fiscalité indirecte. Les 19 millions qu'on a mis l'année dernière dans les économies d'énergie, ben, le Conseil d'État genevois, il pourrait me dire « donne-moi ces 19 millions, nous, on va les utiliser à faire autre chose ». Ils auraient le droit de le faire. Ils ne le font pas à Genève. Mais dans les autres cantons, et dans beaucoup de cantons et dans beaucoup de villes, ils le font. C'est un bon revenu indirect. Comme ça, on ne se met pas la population à dos d'une manière directe. C'est plus dur d'augmenter les impôts. Et puis, on récupère à travers le prix de l'énergie. Donc ça, c'est malsain. De moins en moins, ça va se faire. De moins en moins, parce que de plus en plus, il va y avoir des contraintes sur les programmes d'économie d'énergie. De plus en plus, les dirigeants des distributeurs sont engagés, sont dans les entreprises citoyennes. Vous regardez les évolutions des entreprises romandes, par exemple, il y a une forte évolution. Groupe E par rapport à avant, c'est plus du tout les mêmes. Romand d'énergie par rapport à avant, c'est plus du tout les mêmes. Il y a vraiment ce côté citoyen qui vient de plus en plus fort. Donc ça, c'est, je dirais, un mouvement qui va dans la très bonne direction. Les producteurs, qui sont aussi quand même pas mal dans les mains publiques. Hein. D'ailleurs, quand ils allaient très mal, ils ont voulu chercher de l'aide publique. Ben moi, ça me pose un petit problème. Parce que bon, vous avez vu qu'il y a 2 des très gros producteurs suisses qui sont venus demander presque la charité et l'aumône au Conseil fédéral dans une période où ils auraient dû avoir de l'argent plein les poches. Quand on est producteur, qu'on vend sa production et que les prix sont plus hauts, vous êtes riche normalement. Et le fait qu'ils n'aient pas été riches à ce moment-là, c'est qu'ils ont vendu autre chose que leur production. Ça veut dire qu'ils ont fait de la spéculation. Et ça, c'est pas normal. Et là, il faut réguler ce marché. C'est pas normal que des entreprises plus ou moins étatiques, de grosse importance, s'amusent à spéculer sur le dos de la collectivité. Il y a des corrections qui sont actuellement menées au niveau politique, au niveau de ces entreprises. Hein. Il y a eu des changements de gouvernance de ces entreprises. Et ces gros producteurs sont plutôt en train d'aller dans un rôle plus citoyen, plus responsable aussi. Parce qu'on ne peut pas jouer comme ça avec un produit aussi important que l'énergie. Donc je pense que l'effet de la crise est positif parce que les gens sont en train de se ranger et d'être plus dans un... De nouveau, la priorité, ça doit être l'approvisionnement du canton, du pays. Ça ne doit pas être de se faire de l'argent. Et juste pendant un moment, avec la libéralisation des marchés, eh bien, il y a eu une sorte de tendance où le but, c'était de faire de l'argent avec les énergies, c'est-à-dire un produit de base, un produit vital pour la population. Et ça, c'est anormal. Merci. Dernière question à toi, Yves, avant que ce soit la pause. Rapide, pour un café rapide. Bon. Rapidement, quelles sont les prérogatives de l'OFEN et les prérogatives des SIG en l'occurrence? Comment se répartissent en fin de compte les décisions stratégiques qui sont prises au niveau de la gestion de l'énergie? L'Office fédéral de l'énergie et le Conseil fédéral, parce que c'est un service du Conseil fédéral, a énormément de pouvoir qu'il n'utilise pas assez, à mon avis. De nouveau, s'il y avait des vraies ambitions au niveau fédéral, au niveau de la transition énergétique, on pourrait aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, beaucoup plus loin. Aujourd'hui, c'est trop justement basé sur la responsabilité des cantons et la responsabilité des entreprises d'énergie. Donc si vous avez... Nous, on a de la chance à Genève. Premièrement, on a une seule entreprise d'énergie sur le canton. On est le seul canton à avoir ça.
On est un petit canton aussi. Dans les autres cantons, il y a des cantons et quasiment chaque commune a sa société de distribution électrique. Donc c'est déjà dur à harmoniser. Là, il y a aujourd'hui un alignement des planètes entre ce que veut le gouvernement genevois et ce que veut le conseil d'administration des CIG et ce que veut la direction des CIG. Mais si on était en divergence, ça serait problématique. Donc Berne a un pouvoir, bien sûr, très important, surtout dans un domaine comme ça, qui est aujourd'hui sous-utilisé. Et de nouveau, si on veut mener la crise climatique, il faut se mettre en état de crise. Autrement, il ne faut pas l'appeler crise climatique. Il faut dire, bon voilà, il fait un peu chaud aujourd'hui. Mais si on dit c'est la crise climatique, bon, on se met en état de crise, il y a un gouvernement qui pilote une crise, et puis nous, les entreprises, on accompagne cette dynamique-là. On n'est pas du tout dans cette logique aujourd'hui, et je comprends que les jeunes soient fâchés. Merci beaucoup. Place au café avant la reprise à 15h30.